Bonjour à tous, on va encore attendre 1 ou 2 minutes que les participants arrivent et après on va commencer. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à nous donner quelques infos sur vous pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur les participants. Vous pouvez nous inscrire dans le chat à droite de votre écran quelques infos sur vous, le domaine, où est-ce que vous vous situez. Par ailleurs, vous trouverez sur votre droite des documents à distribuer. Qui sont les documents que vous pouvez télécharger dès maintenant, la fiche technique développée par l'ICV sur le GEL, ainsi que le support de cette présentation que vous pouvez télécharger pour pouvoir prendre des notes pendant la présentation. Voilà, je vais juste couper mon micro 5 minutes, le temps que les derniers arrivants arrivent, et après on va attaquer. Allez, on va commencer. Tout d'abord, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur le GEL pour la région et le département de l'Hérault. Je vous remercie de participer et donc du coup on va attaquer. Simplement quelques règles sur le déroulement du webinaire. Donc vous avez normalement tous votre micro de coupé. Vous avez sur la droite un menu GoToWebinar dans lequel vous pouvez donc télécharger les documents que je vous ai indiqués, également poser vos questions qu'on reprendra en fin de webinaire. Et pendant le webinaire, je tiens juste à vous prévenir qu'on va essayer de diffuser une petite vidéo. Et cette vidéo risque d'ouvrir une nouvelle fenêtre, donc il ne faut pas vous étonner. Et si jamais elle apparaît derrière la fenêtre du webinaire, il faudra la mettre au premier plan. Voilà, donc on va attaquer. Pour rappel, ce webinaire fait suite à la gelée noire du 7 qui est intervenue dans la nuit du 7 au 8 avril. Cette gelée étant arrivée du nord-est a touché principalement toute la vallée des Côtes du Rhône et aussi l'Hérault, les secteurs précoces et qui ont été particulièrement endommagés et détruits par cette gelée. D'où notre intervention aujourd'hui pour faire un peu un état des lieux cette semaine après cet événement climatique dramatique. Voilà, un petit mot sur Thomas et moi donc, qui allons vous présenter ce webinaire. Donc du coup, je me présente Benoît Planche, je suis donc consultant viticole sur le secteur Hérault avec mon collègue Thomas Gauthier qui est également sur le secteur Hérault, que vous connaissez déjà peut-être puisqu'il est là depuis un peu plus longtemps que moi. On intervient pour les caves coopératives et pour les domaines sur plusieurs thématiques, sur des problématiques de suivi phyto, irrigation, de sélection parcellaire, d'analyse de sol et autres. Et donc, on fait partie du groupe des consultants viticoles de l'ICV, donc une dizaine de consultants viticoles au sein de l'ICV. Voilà. Pour les présentations, c'en est terminé. Je vais donner la main à Thomas qui va vous présenter le déroulement du webinaire et les thématiques abordées aujourd'hui. Bon webinaire à tous. Donc, bonjour à tous. D'abord, on va faire un petit retour. Je vais vous présenter un peu ce qui s'est passé. Donc, en 3 parties, on va déjà voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en fait ce début avril, les conséquences, les impacts que ça a pu avoir sur les vignes, et ensuite quelles mesures on peut mettre en place ou est-ce qu'il faut agir, pas agir en ce moment pour améliorer la situation des vignes qui ont été gelées. Et surtout, à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions, vos cas particuliers, vos remarques, et on essaiera d'y répondre. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette nuit entre le 7 et le 8 avril? Eh ben, on a eu déjà, avant le 7 et 8 avril, on a eu un mois de février et de mars chaud,
avec des températures assez élevées. Et comme c'est le cas depuis plusieurs années, en fait, un débourrement de la vigne précoce, voire très précoce, donc des vignes qui vont être exposées à une vague de froid un peu plus longtemps, et c'est ce qui s'est passé cette année. Donc on a eu une vague de froid qui est arrivée du nord-est de la France, qui a traversé toute l'Europe centrale, l'Europe du Nord, pour déboucher en France. Donc cette langue froide, elle est restée surtout sur l'est de la France, et donc elle a principalement touché, en tout cas pour cette nuit du 7 à 8 avril, la Bourgogne, la vallée du Rhône, la Provence, et puis pour nous surtout voilà le Languedoc, alors avec quand même un gradient. L'est Languedoc a été plus touché que l'ouest Languedoc. Donc plus précisément chez nous, donc du coup on voit qu'on a eu des températures en fait négatives sur quasiment tout le département. Donc là ce sont les relevés météo du département d'Infoclim, et on a atteint des minimales enregistrées de moins 4 degrés. Sachant que ces températures enregistrées, c'est des températures sous abri à 1,50 m du sol. Donc on peut imaginer que localement, dans plusieurs cas, en fait, au niveau des bourgeons, on était encore bien plus froid que ces moins 4 degrés. Au niveau de l'Hérault, donc qu'est-ce qui a été plus ou moins touché? Finalement, c'est quand même tout le département qui a été plus ou moins impacté. On notera quand même, donc là en fait, dès que sur cette carte ici, tout ce qui n'est pas en rouge, c'est des températures négatives. Voilà. Donc du coup, on voit quand même que finalement l'est du département, autour de Montpellier, Pic-Saint-Loup, etc., a été bien touché. Et puis finalement, le froid a descendu toute la vallée de l'Hérault, et qui a été également fortement impacté. Le littoral, un petit peu moins, mais on voit, enfin, ça dépend où dans le littoral. Mais globalement, on voit quand même du orange, du jaune partout. Donc c'est dans l'ensemble quand même tout le département qui a été impacté par cette vague de froid. De plus, ce qu'on a pu voir, c'est que ce froid, il a duré assez longtemps. Donc là, il s'agit de relevé d'une station météorologique de l'ICV, une station Agriscope, qui est située à Florensac, donc sur un coteau, donc sur peut-être l'endroit le moins gelif, un peu plus exposé au vent, le plus en hauteur. Et mine de rien, on voit que en fait, sur cette nuit, eh ben, du coup, on a été en négatif de 5 h du matin à 8 h du matin. Donc, on a eu 3 heures avec des températures négatives sur cette station. Donc, du coup, on est descendu au minimum à moins 1,2 degrés. Mais clairement, au niveau des vignes, dans les plaines et sur des coteaux moins exposés, enfin, moins bien exposés, du coup, on a pu descendre beaucoup plus bas. Donc du coup, ce qu'on peut facilement s'imaginer, c'est qu'on a sûrement pu atteindre localement, au niveau de certaines vignes, des moins 5, moins 6 degrés au niveau des bourgeons. Et ça, c'est assez important, on va voir à la suite, puisque des bourgeons, même dans la bourre, vont avoir du mal à résister à ces températures très très basses. Donc, quelles sont les conséquences finalement? Les conséquences, vous les avez toutes constatées, vous avez toutes vues. C'est quand même un gel qui a été intense, très étendu. Beaucoup de vignes ont été touchées sur tous les secteurs un petit peu, dans tous les cas, des coteaux, des plaines, avec beaucoup d'hétérogénéité. Donc des dégâts très intenses et très étendus. Comme je l'ai dit, on est descendu peut-être très très bas dans négatif, donc très certainement dans les cas les plus gelés, on a pu avoir des bourgeons qui étaient encore dans la bourre qui ont pu geler. Ce qu'on constate, c'est aussi que ça a été très hétérogène. On a quand même des vignes qui n'ont pas gelé en fonction des secteurs, en fonction peut-être aussi des cépages. Et on constate qu'on a eu tous les niveaux de dégâts possibles de gel, des parcelles touchées à 100% comme des parcelles qui n'ont pas du tout été atteintes, et on a tout le gradient de dégâts. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est finalement qu'on n'a pas forcément suivi une logique habituelle de gel dans la distribution des parcelles qui ont été gelées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était finalement principalement une gelée noire qui est arrivée, donc c'est-à-dire que c'est de l'air froid qui est arrivé complètement et pas du gel radiatif, pas une gelée blanche. Donc du coup, partout où l'air froid a pu s'engouffrer, du coup les températures sont descendues avec encore plus d'effet
dans les endroits où l'air froid a pu s'accumuler, donc toutes les cuvettes ou des pieds, par exemple des pieds de coteaux où l'air froid est venu s'amasser. Mais malgré ça, on observe aussi des parcelles où c'est peut-être plutôt des phénomènes de gelée blanche radiatifs qui ont pu avoir lieu. Donc on a eu les deux types de gelée avec quand même plus un effet gelée noire, donc flux d'air. Autre particularité du gel de cette année, c'est qu'on a eu un gel très tôt en saison, très précoce. Finalement, 7-8 avril, il y a certaines années, la vigne n'est pas forcément débourrée et cette année, elle l'était. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était sur des vignes qui étaient encore assez peu avancées, assez peu poussées, donc souvent au stade 3, 4, 5 feuilles étalées, pas beaucoup plus. Et donc, du coup, dans quasiment tous les cas, les pousses sont entièrement gelées. À la différence d'autres épisodes de gel, donc s'il y en a qui ont été gelés en 2017, par exemple, en 2017, le gel est arrivé fin avril et on a eu beaucoup plus le cas où on a eu juste l'extrémité des rameaux qui ont gelé et la base du rameau qui est restée saine. Et dans ce cas-là, on est des départs d'entrecœur. Cette année, on le constate très peu puisque c'est l'intégralité de la pousse qui a gelé et qui a grillé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc voilà, donc un gel qui est assez hétérogène, qui a touché beaucoup de parcelles, avec des pousses qui ont entièrement gelé. Et derrière ce gel, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a des températures qui sont restées fraîches. On n'a pas eu beaucoup d'eau, alors ça dépend des secteurs, mais pas beaucoup d'eau, des températures fraîches. Et donc du coup, la vigne a eu pas mal de mal à reprendre. On a eu un développement assez lent du végétal. Et donc, du coup, ce qui a fait qu'on a conservé une très forte hétérogénéité. Donc là, encore aujourd'hui, on observe beaucoup de différences entre les parcelles ou même au sein des parcelles entre les stades phénologiques. On a des parcelles qui n'ont pas gelé, qui sont déjà en floraison. On a des parcelles qui ont fortement gelé, qui sont encore à des stades de 4 feuilles étalées. Et donc, du coup, cette hétérogénéité, en fait, s'est maintenue et on n'a pas eu de rattrapage des parcelles gelées par rapport aux parcelles non gelées. Également, ce qu'on voit, on a quelques parcelles quand même où on a beaucoup de mal à redémarrer. On ne voit pas de bourgeons qui redémarrent très difficilement. Alors pourquoi? Peut-être justement on peut expliquer des bourgeons dans la bourre qui ont pu geler et puis tout simplement voilà en effet des températures fraîches, pas beaucoup d'eau disponible, donc la vigne qui va avoir du mal à remobiliser ses réserves pour relancer des bourgeons. Donc voilà, les vignes gelées qui ne redémarrent pas du tout parce que sûrement il est fort possible qu'on ait descendu sur des températures très froides localement dans certains contextes particuliers. Pour ces vignes qui ont vraiment du mal à repartir, que va-t-il se passer? Il faut attendre que les bourgeons du vieux bois ressortent. Et sur certains cépages ou selon les modes de taille, il est possible qu'on n'ait pas beaucoup de bourgeons du vieux bois. Alors la vigne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va dépérir? Moi, je pense pas. On ne pense pas, puisque la vigne, elle a quand même beaucoup de réserves, donc elle va pouvoir réinvestir ses réserves pour régénérer de nouveaux bourgeons, régénérer des bourgeons sur le vieux bois, et ça, elle peut le faire en fait grâce au bois vivant. Le bois vivant peut se dédifférencier pour recréer de nouveaux bourgeons du vieux bois. Mais ça va demander du temps, ça va demander de la chaleur, des températures pour que la vigne puisse régénérer de nouveaux bourgeons. Et je pense que c'est possible qu'on puisse voir encore des bourgeons ressortir au mois de juin. Donc, il ne faut pas ne pas être trop pessimiste et laisser la vigne reprendre, parce qu'il est possible qu'elle nous réserve de bonnes surprises pour la suite de la saison. Donc voilà, maintenant que cet état des lieux est fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir actuellement sur la vigne? La principale action qu'on va voir actuellement qui peut être réalisée, c'est de l'épamprage manuel, c'est-à-dire de venir enlever, supprimer des pousses qui ne vont pas être intéressantes pour en favoriser d'autres. C'est une opération qui est très technique, qui peut prendre beaucoup de temps et qui n'est pas forcément toujours nécessaire. Donc, il va falloir la raisonner, il ne va pas falloir la mettre en œuvre sur toutes les parcelles, il va falloir identifier les parcelles qui en ont besoin, les parcelles qui en ont moins besoin, aussi voir au sein de vos exploitations à quel point vous pouvez mettre en œuvre ces pratiques ou pas, à quel point voilà, vous pouvez mobiliser du personnel qualifié.
et quel va être l'intérêt. Parce que finalement, dans beaucoup de cas, il faudra mieux peut-être ne pas intervenir. Ça prendra peut-être plus de temps après à la taille, mais tous les cas ne nécessitent pas forcément des épamprages manuels. Donc avant de voir les différents cas selon les différents modes de taille, on va revenir un peu sur les fondamentaux. Et je vais vous parler des bourgeons, puisque c'est quand même le cœur de ce qui nous concerne, c'est qu'on a gelé des bourgeons et on en a de nouveaux qui ressortent. Mais qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce que ça va donner? Donc sur la vigne, on a beaucoup de bourgeons différents. Le principal bourgeon, celui qui est gelé, c'est le bourgeon primaire. Donc le bourgeon primaire, c'est si vous faites si ici on est dans le cas de cordon, c'est sur du bois de 1 an, c'est les bourgeons que vous laissez au niveau des nœuds de la vigne. C'est le premier, c'est le bourgeon principal. C'est lui qui a la fertilité dans la vigne, c'est lui qui va produire vos grappes de raisin. Donc en fonction des cépages, en fonction de la position du bourgeon sur le bois, ce bourgeon va pouvoir former 2-3 grappes. C'est le bourgeon primaire. C'est celui-ci qui a gelé. C'est celui-ci qui a débourré très tôt et qui s'est fait geler dans la nuit du 7 au 8 avril. Il y a un autre type de bourgeon, du coup, ici, qu'on ne visualise pas, c'est le pro-bourgeon. C'est-à-dire que sur les rameaux primaires, à l'aisselle de chaque feuille, vous avez un pro-bourgeon qui va démarrer l'année même de la pousse du sarment. Ce pro-bourgeon, il est peu fertile, mais c'est lui qui va pouvoir fabriquer des grappillons en fin de saison. Donc ceux-là, du coup, on ne les aura pas sur les bourgeons primaires, puisque le bourgeon primaire a gelé. Donc ceux-là, ils ont disparu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc ici, c'est une coupe d'un bourgeon primaire, c'est qu'à l'aisselle de chaque bourgeon primaire, vous avez un bourgeon secondaire et un bourgeon ternaire. Si le bourgeon primaire a gelé, ce qui est le cas, du coup, c'est le bourgeon secondaire qui va prendre le relais. Ce bourgeon secondaire, il a une fertilité bien moindre que le bourgeon primaire, mais il est un peu fertile et en règle générale, il peut produire une grappe. Donc si on a le bourgeon secondaire qui sort et qui prend la place du bourgeon primaire, du coup, on pourra avoir une petite récolte. Ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, c'est que peut-être dans certains cas où on a gelé très très froid, il n'est pas impossible que ce bourgeon secondaire ait également pu être abîmé, voire être gelé également. Et dans ce cas-là, on voit qu'on n'a pas de sortie au niveau de l'œil du bois de 1 an. Ce qui se passe là, du coup, ça va être, on va redescendre plus bas et du coup, ça va être sûrement le bourrillon qui va repartir. Le bourrillon, c'est quoi? C'est le gros bourgeon qui est à l'aisselle du bois de 1 an. Ce bourrillon, il est peu fertile. Par contre, il est plutôt vigoureux. Souvent, il va vous faire un beau rameau. Et donc, même s'il ne fait pas de grappe, il va permettre, s'il sort quand même, de faire un beau bois de taille pour l'année prochaine pour reformer votre courson ou votre baguette. À côté de ce bourrillon, il y a des plus petits bourgeons, les bourgeons de la couronne, qui vont aussi pouvoir sortir éventuellement. Et ce qui peut être embêtant des fois, c'est que si on a le bourrillon et trop de bourgeons de la couronne qui sort, on va avoir beaucoup trop de végétaux qui au même endroit et du coup on va avoir de l'entassement. Donc là, il faudra aussi peut-être sélectionner. Et dans les cas où ce bourgeon ne sort pas, du coup, on va avoir des sorties sur les bourgeons du vieux bois. Donc ça, c'est les bourgeons sur du bois qui a plus d'1 an. Ces bourgeons, il y a 2 types de bourgeons. Vous avez un bourgeon du vieux bois qu'on dit d'origine cryptique. Ce sont des bourgeons qui sont issus d'anciens bourgeons taillés les années d'avant. C'est-à-dire que le bois de 1 an, une fois qu'on a retaillé dessus, il devient du bois de 2 ans. Et donc, il y a des bourgeons qui ne sont pas sortis et qui restent en dormance, cachés dans le vieux bois et qui, à l'occasion d'un gel ou d'un besoin, vont pouvoir sortir. C'est le premier type de bourgeon du vieux bois. Il y a un deuxième type de bourgeon du vieux bois, c'est le bois lui-même, le bois vivant de la vigne, qui peut, s'il y en a besoin, se transformer et régénérer un bourgeon, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Ces bourgeons de la couronne, ces bourgeons du vieux bois, ils ne sont pas fertiles, ils ne vont pas produire de grappes. Ils peuvent éventuellement, s'ils se développent assez tôt et assez fort, former quelques grappillons, mais c'est vraiment anecdotique. On n'a quasiment pas de fertilité. Donc, finalement, une fois que le bourgeon primaire est gelé, la seule fertilité qu'on peut avoir, c'est surtout sur le bourgeon secondaire. On va avoir une fertilité partielle.
Voilà, donc là, quelques photos, quelques cas au vignoble. Donc ici, on voit donc la baguette qui a gelé et on voit le bourrillon qui commence à redémarrer à la base de la baguette. Donc c'est sûr que ce bourrillon, ben, il ne produira pas de récolte à la différence des bourgeons qui étaient sur la baguette. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il est bien placé pour la taille de l'an prochain. Donc ça veut dire qu'il pourra servir pour faire la baguette de l'année prochaine. Ici, on voit sur une taille en cordon, une taille courte, ben, du coup qu'on n'a rien qui sort, on n'a pas de bourrillon qui sort à l'aisselle de ce rameau. Et donc du coup, on a un bourgeon du vieux bois qui vient se placer sur le côté du porteur. Donc là aussi, ce bourgeon, s'il se développe bien, il va pouvoir servir à former le courson de l'année prochaine. Autre cas, comme on le dit, ça, là, vu qu'on a gelé, les vignes très vigoureuses vont faire sortir beaucoup de bourgeons et quand on va sortir trop de bourgeons, ben ici on a plusieurs bourgeons de la couronne qui sont démarrés. Donc on a quatre rameaux et donc on voit bien l'entassement. On manque de place aussi au niveau de l'aisselle de ces rameaux, donc ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir une fragilité, donc ils vont être plus sensibles à la casse, etc. Donc là, ça peut être intéressant justement en épampage manuel de venir sélectionner un ou deux sarments qui seront bien jolis et qui auront qui seront un petit peu fructifères et laisser la place au reste. Voilà. Et comme on l'a dit, des bourgeons secondaires qui ont parfois pu geler dans la bourre. Donc, c'est pour ça que des fois, on a du mal à voir ressortir des choses sur le bois taillé de l'année dernière. Alors maintenant, je vais vous présenter selon les différents modes de taille, qu'est-ce qui peut se passer et comment intervenir, ou est-ce qu'il y a nécessité d'intervenir. Donc pour ça, j'ai fait quelques petits schémas et puis après, il y aura des photos pour voir des cas sur le terrain. Donc ben voilà, donc là on est sur un guyot, le guyot typique qui n'aura pas gelé, donc on a un courson d'un côté qui va faire sortir de pampres et sur la baguette on a nos différents rameaux qui sortent. Ça c'est avant que ça gèle, tout va bien. Si on a des guyos qui ont gelé partiellement, bon ben qu'est-ce qui se passe? Donc ici par exemple la pousse a gelé, on a peut-être un bourgeon secondaire qui va partir à la place. On a sur la baguette, ben, on va avoir quelques fenêtres, des choses qui vont avoir du mal à sortir. Et du coup, forcément, la souche va compenser en faisant sortir quelques bourgeons du vieux bois. Donc, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va avoir un peu plus d'entassement au niveau de la souche et on risque d'avoir des fenêtres au niveau de la baguette. Là, il n'y a pas forcément nécessité d'intervenir. On a perdu un peu de récolte, on va avoir de l'entassement, mais finalement, on va pouvoir retailler en guyot l'an prochain. On a par exemple ce rameau-là qui sort du courson qui va pouvoir nous donner notre baguette de l'an prochain. On va pouvoir retrouver un courson sur la souche. Donc finalement, tout va bien. On a perdu de la récolte, on va un peu s'embêter, mais en tout cas, on ne compromet pas la récolte de l'année prochaine. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre. C'est ça le plus important à agir, c'est que certes, on a perdu de la vendange, on a perdu de la récolte pour cette année, mais l'objectif principal finalement, c'est de ne pas impacter la récolte de l'an prochain. C'est d'arriver à faire en sorte que la récolte de l'an prochain ne soit pas compromise également. Voilà. Un cas où il va falloir intervenir et qu'on voit assez souvent sur les guyos, c'est surtout en fait du fait de l'acrotonie. C'est-à-dire que l'acrotonie, c'est un mécanisme physiologique des plantes et de la vigne qui favorise le départ des bourgeons les plus éloignés. Et donc sur les guyos, ça vous le constatez souvent, c'est souvent les bourgeons du bout de la baguette qui partent en premier. Et on a plusieurs cas où en fait, on a tous les bourgeons de la base de la souche, les bourgeons du courson, les bourgeons de la base de la baguette qui ont gelé. Et par contre, les bourgeons qui restent au bout de la baguette, eux, n'ont pas gelé, ou alors le bourgeon secondaire est parti de suite. Et ces bourgeons se développent très bien. Alors là, c'est bien parce qu'on a des très belles pousses avec des grappes, mais par contre, on se dit, pour cette année, on a un peu de récolte, mais par contre, le problème, c'est que si on réfléchit à l'an prochain, eh ben, à l'an prochain, on n'a plus rien sur la souche. Parce qu'en plus, vu que ces bourgeons se développent très bien, ils vont inhiber la sortie de tous les bourgeons de la base et de la souche. Et donc, du coup, l'an prochain, on va se retrouver, cet hiver, on risque de se trouver très embêté et à ne pas pouvoir tailler dessus et à être coincé, complètement coincé. Donc là, c'est le cas finalement peut-être le plus difficile à faire, c'est qu'en fait, on va devoir sacrifier le peu de récolte qu'il y a ici. On va devoir couper la baguette. On peut le faire en ce moment pour justement, en coupant cette baguette, en sortant ces rameaux qui se développent, refaire sortir des rameaux de la souche, du vieux bois, des bourrillons, du courson, en fait, refaire sortir des pousses sur notre souche
pour pouvoir tailler dessus l'an prochain et assurer les récoltes futures. Si on ne le fait pas, on va compromettre les prochaines récoltes. Donc là, voilà, là, ça peut avoir un intérêt d'intervenir. Alors, à raisonner, voilà, au cas par cas, à bien observer. Et dans ces cas-là, le plus intéressant, ça reste de venir couper la baguette. Dernier cas pour les guyos, ça va être des guyos qui auront totalement gelé. Donc, tous les bourgeons ont gelé. Et donc là, on a une reprise un peu partout. Donc, on a des reprises parfois de bourgeons secondaires et surtout beaucoup de bourgeons du vieux bois. Alors là, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut intervenir ou non? Parce que bon, il n'y en a pas besoin de nécessité de couper la baguette, tout a gelé, donc ça ressort de partout. Mais par contre, on va avoir beaucoup d'entassements et beaucoup de bourgeons qui vont sortir. Et du coup, si on laisse sortir beaucoup de bourgeons, on va avoir du mal à avoir des pousses qui vont bien se développer et on va avoir du mal de trouver une belle baguette pour l'an prochain. Et du coup, ça peut compromettre la récolte de l'an prochain également. Donc là, l'intérêt, ça va peut-être être de venir faire un épamprage manuel pour venir enlever les pousses des pousses en trop, enlever certaines des pousses du vieux bois pour garder seulement quelques pousses intéressantes, bien placées pour pouvoir former la baguette et le courson de l'an prochain. Donc voilà, là, l'épamprage manuel, ça va être pour anticiper la taille hivernale et venir sélectionner les rameaux qui vont être intéressants pour tailler cet hiver. Et cette opération, finalement, elle va être aussi intéressante parce qu'elle va vous permettre de gagner du temps sur la taille de cet hiver. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'épamprage manuel, on va tout qui va sortir dans tous les sens. Et du coup, ça va vraiment être très compliqué à la taille. Ça va demander beaucoup de coups de sécateur sur des tout petits rameaux et on va être très embêté. Donc là, il peut y avoir un intérêt d'intervenir pour favoriser la taille de l'an prochain. En image, du coup, voilà, donc quelques guyos. Ici, le cas, comme je vous ai dit, le plus compliqué, où on va devoir couper la baguette, c'est-à-dire que vous voyez, sur la souche, sur le courson ici, on n'a rien qui sort, on n'a rien qui est sorti. Par contre, sur le bout de la baguette, on a deux beaux rameaux bien développés. Et en fait, ces rameaux inhibent la sortie des bourgeons, ici. Donc, en effet, peut-être que là, il y a peut-être une grappe, là, il y en a peut-être deux. Mais par contre, si on laisse comme ça, cet hiver, on n'aura rien ici et du coup, on sera bien embêté pour tailler parce qu'on ne va pas pouvoir aller tailler aussi loin que ça. Donc là, le plus intéressant pour cette année, c'est de venir couper cette baguette pour forcer le départ des bourgeons du vieux bois et du courson. Ici, ce cas-là, très différent. On voit ici, alors la baguette ici, on voit qu'elle est nue, donc du coup, ça a gelé et on a des départs sur la souche un peu partout. Donc là, voilà, donc ça, c'est un cas. Est-ce qu'on intervient ou pas? Alors, si on intervient, ça va être de l'épamprage manuel pour sélectionner quelques rameaux bien placés pour la taille de l'an prochain. Après, on peut aussi laisser pousser comme ça et à la taille, on voit que ce rameau-là est bien développé. Peut-être qu'il va permettre de pouvoir recéper, de pouvoir recentrer un peu la souche. Donc, ça demandera aussi plus de temps à la taille de l'hiver, mais voilà, là, on peut ou non intervenir. Mais finalement, on est dans un cas qui est plutôt favorable. Et ce cas-là, finalement, qui est entre les deux, ce cas-là qui est très délicat, puisqu'on voit du coup, un peu comme ici, que les bourgeons de la base ont grillé et les bourgeons de la baguette restent. Et par contre, on a un bourgeon assez bien placé sur le bas de la baguette qui reste vivant. Donc là, on est sur un peu un cas intermédiaire. Est-ce qu'on n'intervient pas en misant sur cette pousse-là pour pouvoir retailler dessus l'an prochain? Ou est-ce qu'on va essayer de couper la baguette? Alors dans ce cas-là, on va essayer de la couper plus loin pour le favoriser un peu plus et essayer de favoriser des départs sur la souche pour pouvoir mieux tailler entre les deux. Là, on est vraiment sur un cas entre deux et où il faudra prendre des décisions un peu sur le terrain en fonction des autres observations et du contexte du reste de la parcelle. Pour rester sur l'aiguillot, avant de passer sur un autre mode de taille, il y a une pratique, donc maintenant qui est un peu tard, qui est plutôt en anticipation du gel, une pratique un peu de nos anciens, mais que certains ont pu faire déjà dans l'Hérault, c'est de laisser deux baguettes à la taille. L'idée, donc du coup, donc là c'est une pratique à mettre en place dans l'hiver pour anticiper le risque de gel, c'est-à-dire que sur un aiguillon, on va laisser deux baguettes, on va en plier une seule et on va laisser l'autre droite. L'idée, c'est que par la crotonie, du coup, ça va être le bourgeon du haut de la baguette qui vont sortir ici et qui vont inhiber le reste des bourgeons, donc retarder la sortie de ces bourgeons-là. Donc, ça permet de retarder le débourrement. Donc, plus on retarde le débourrement, plus on réduit la fenêtre de risque de gel.
Et si malheureusement il y a du gel qui arrive, eh ben, il est possible qu'il n'y ait qu'une des baguettes qui gèle. Celle-ci en hauteur aura peut-être moins de chances de geler. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la deuxième baguette et conserver. Et si on a de la chance qu'il ne gèle pas, eh ben, on va venir passer plus tard, une fois les seins de glace passés, une fois le risque de gel complètement passé, pour venir couper la deuxième baguette. On peut la couper en courson et du coup, on retrouve notre baguette et notre courson de notre guyot. C'est une technique qui, pour moi, est peut-être si on doit appliquer une technique de lutte contre le gel sur l'arc méditerranéen, dans l'Hérault, qui peut être la plus intéressante, parce que toutes les autres méthodes de chaufferette, de bougies, de ventilateurs pour faire du vent, ce sont des techniques qui coûtent très cher, qui ne sont pas vraiment adaptées aux conditions économiques et aux risques de gel qu'on a dans le vignoble du Languedoc. Donc finalement, parmi les pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de limiter les risques de gel et qui ne sont pas trop coûteuses, finalement, cette technique de laisser les deux baguettes est peut-être celle qui serait la plus adaptée. Voilà. Maintenant, on va parler des tailles courtes. Donc d'abord des cordons. Donc voilà, donc ici, à nouveau un schéma d'un cordon qui n'a pas gelé. Donc on a ici donc, nos 6 porteurs sur 2 bras, avec le courson, à chaque fois un courson à 2 yeux et nos rameaux. Si on a eu du gel partiel, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, on a quelques-uns de ces bourgeons qui ont séché, qui ont grillé. Et donc du coup, des fois on va avoir des départs du bourrillon, des fois d'un bourgeon primaire. Et puis des fois, on va avoir un porteur qui ne sera pas du tout parti. Et là, ça peut être embêtant. Donc, si on a du vieux bois, des bourgeons du vieux bois qui repartent au niveau de ce porteur-là, ben, du coup, ça va permettre de sauver le porteur. On va pouvoir tailler sur ce bourgeon du vieux bois qui repart. Et des fois, ben, par exemple, on peut avoir des cas où on va avoir aucun redémarrage bien placé sur le porteur. Et là, c'est embêtant parce qu'on risque de perdre notre porteur, donc de perdre 2 bourgeons, donc de perdre du potentiel de récolte sur cette souche. Donc là, à la taille, ça va être assez délicat. Donc on va falloir tenter de régénérer des porteurs avec des bourgeons du vieux bois, peut-être rallonger un petit peu les bras pour remettre un porteur d'un côté ou de l'autre si on en a perdu au centre. Donc là, ça sera surtout en taille hivernale qu'il faudra intervenir et être suffisamment stratégique pour arriver à sauver, à récupérer des porteurs qui auraient complètement grillé. Sur certains cordons, par contre, des fois, on va avoir des gels beaucoup plus importants, voire total, et là où il y aura nécessité d'intervenir. Donc, quel est le cas? C'est si on a quasiment l'intégralité de nos porteurs qui ont gelé, l'intégralité des bourgeons de nos coursons qui ont gelé, et du coup, on n'a pas de nouvelles sorties au niveau du porteur. On va avoir du vieux bois qui va ressortir d'un peu partout, et le problème, c'est que si on n'agit pas, eh ben, du coup, on va être très embêté parce qu'on va perdre tous nos porteurs, on ne pourra pas retailler de coursons dessus l'an prochain. Et là, donc du coup, dans ce cas-là, le plus adapté, ça va être de venir épamprer manuellement pour essayer d'identifier quelques rameaux qui vont pouvoir bien se développer. Il va falloir vraiment les favoriser pour qu'ils se développent beaucoup, pour pouvoir les plier dans l'hiver et reformer un nouveau bras. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, sur les cordons, si on voit qu'on va perdre trop de porteurs, par rapport à l'âge de la vigne, par rapport au rendement qu'on veut en faire, et bien du coup, il va falloir venir ébourgeonner pour sélectionner, favoriser une baguette pour cet hiver, pour reformer les bras. Et donc cet hiver, on aura un beau rameau à venir plier et on pourra ensuite cet hiver venir couper le bras pour le reformer avec cette nouvelle baguette. Voilà. Donc quelques photos en exemple. Donc ici, vous voyez par exemple, donc là, on a un porteur au fond qui a gelé, on n'a rien qui redémarre dessus, mais heureusement, un peu en avant, sur le vieux bois ici, on a un bourgeon qui est ressorti assez bien placé, droit dessus. Et on se dit que finalement, même si on a perdu ce porteur, cet hiver, on va pouvoir le reformer à ce niveau-là. Donc finalement, là, on a pu sauver un des porteurs de la souche. Ici, un cas plus compliqué, on a un porteur en bout qui est sorti, qui n'a pas trop gelé. On en a d'autres ici, des coursons qui ont pu reprendre timidement. Et par contre, 3 au milieu, voilà, qui ont gelé et qui pour l'instant ne reprennent pas.
Donc là, voilà, là c'est un cas assez délicat. On a perdu 3 porteurs sur nos 7, sur 6-7 qu'on voulait, donc c'est la moitié. En plus, ils sont mal placés. Mais bon, peut-être qu'on est sur une vigne âgée, donc est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut aussi reformer un bras ou pas? Ça, c'est le cas finalement, un des cas les plus délicats. Et ici, on est sur une très jeune vigne, quasiment un plantier, et on voit que bah, du coup, les 2 bras qui avaient été formés cette année ont complètement gelé. Et du coup, on est embêté parce que si on le laisse comme ça, bah, du coup, ces bras, on va avoir des fenêtres, on ne pourra jamais générer de porteurs et donc du coup, on va être coincé. Donc là, on voit que ça reprend un peu de la base. On peut espérer que ça reprenne un peu du tronc. Et si ça reprend du tronc, bah, veut dire on va venir intervenir pour favoriser l'émergence de 2 nouveaux rameaux pour pouvoir replier des baguettes cet hiver et reformer nos nouveaux bras. Voilà. Donc, dernier cas, le cas des gobelets, qui est peut-être le cas le moins problématique finalement. Il va ressembler beaucoup, ça va ressembler beaucoup finalement à ce qu'on voit sur les cordons, avec l'avantage finalement qu'un gobelet, ce sont plusieurs bras et chaque bras ne porte qu'un porteur. Donc du coup, si on perd un porteur, il faut réussir à le reformer sur le bras ou à reformer un bras. Mais finalement, on est sur un mode de taille qui est moins impactant que sur des cordons où on peut perdre quasiment un bras et où il faut reformer tout un bras. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on a gelé partiellement sur un gobelet, on voit qu'on a plusieurs rameaux qui ont été détruits. Donc, du coup, il y en a qui vont pouvoir reprendre sur le courson, sur le bourrillon. Et on va avoir d'émergence de bourgeons du vieux bois. Et donc là, ça va être assez stratégique d'identifier cet hiver à la taille les bons bourgeons du vieux bois pour venir retailler dessus, reformer de nouveaux bras, reformer de nouveaux porteurs là où les porteurs auront été détruits. Donc là, il n'y a pas forcément nécessité d'intervenir maintenant, mais ça va être surtout à la taille de cet hiver qu'il va falloir agir comme il faut. En revanche, qu'est-ce qui se passe si sur ces gobelets, on a complètement gelé? Donc du coup, on a inhibé tout, on a détruit tous les bourgeons primaires, et forcément, vu qu'on a détruit tous les bourgeons primaires, on va avoir beaucoup de départs sur le vieux bois. Tous les bourgeons du vieux bois risquent de sortir, des bourrillons, etc. Donc ça va être des pousses très touffues, très touffues. Et si on n'agit pas, eh ben, toutes vont se partager finalement la vigueur de la vigne. On va avoir aucun beau rameau à tailler cet hiver, et du coup, on va être embêté puisque on ne trouvera aucun rameau suffisamment développé pour régénérer de nouveaux bras. Donc là, ça peut être intéressant de réaliser un empamprage manuel, d'intervenir en ce moment pour venir sélectionner, enlever les pousses les moins bien placées et venir sélectionner quelques pousses bien placées. Alors à la base, sur les bras, ça peut être l'occasion justement aussi de redescendre des gobelets qui sont un peu trop hauts, de les recontenir. Donc du coup, on va venir finalement sélectionner les bourgeons de cet hiver dès maintenant pour les favoriser, pour qu'ils puissent suffisamment se développer et faire des beaux rameaux à tailler. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors ici, on n'est pas vraiment sur un gobelet, on est sur un cordon, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on a gelé totalement, on a des risques, surtout sur certains cépages qui émettent beaucoup de pampres, de faire ressortir des pousses un peu dans tous les sens. Et donc là, ça peut être vraiment intéressant d'intervenir pour aller sélectionner les pousses qui nous intéressent et ne laisser que ce qui va nous intéresser à la taille pour permettre à ces rameaux de bien se développer et aussi de faciliter finalement les travaux de taille de cet hiver. Alors pour les plantiers, on a notre collègue Bernard Genevet du Gard qui a fait une excellente vidéo pour expliquer comment intervenir sur les plantiers, comment agir maintenant pour qu'ils puissent pour pouvoir tailler cet hiver, pour pouvoir les faire redémarrer. Donc on va vous lancer la vidéo. Donc comme l'a dit Benoît, soyez vigilants parce que lorsque je vais lancer la vidéo, ça va sûrement créer une nouvelle fenêtre qu'il va falloir que vous allez chercher. Et une fois qu'on aura tous visionné cette petite vidéo, on en rediscutera. Hop.
Bonjour, donc du coup, je reviens. Donc voilà, voilà, on voit sur cette vidéo comment on en charge les plantiers. En fait, l'objectif sur ces plantiers, c'est on a perdu l'année du gel, on a perdu cette année. L'idée, c'est de ne pas en perdre une nouvelle. Donc du coup, de venir par les travaux actuellement d'épamprage manuel, sélectionner dans le cas où c'est le tronc qui a gelé, le nouveau tronc de l'année prochaine. Dans le cas où c'est des baguettes, les baguettes, les futurs bras des coursons, de venir sélectionner nos futures baguettes pour pouvoir les plier l'an prochain. Et si on arrive à faire ce travail, on n'aura perdu qu'une année sur notre plantier. Ce qui est vraiment important, voilà, sur ces bras, c'est de ne pas les laisser, puisque si on n'a pas de départ au milieu, on va garder ces fenêtres tout le long de la vie de la vigne. Donc du coup, il faut vraiment, surtout pour les plantiers, si on a une fenêtre, il faut refaire le bras, régénérer le bras. Je peux en partager l'écran. Oups, pardon. Alors excusez-moi, j'avais pas remis le partage d'écran. Hop, donc ici, donc voilà. Donc voilà. Donc pour résumer la vidéo, voilà, donc reformer le tronc, resélectionner les rameaux pour reformer le tronc, sélectionner les rameaux pour reformer les baguettes, régénérer les baguettes, ne pas les laisser pour ne pas laisser de fenêtre. Ce qui est important aussi, ce qui a été dit, ce qui a été dit sur la vidéo et ce qui est valable aussi pour ce que j'ai dit avant, c'est que ces travaux d'épamprage manuel, comme vous les avez compris, ils sont très techniques. Il faut bien comprendre quel bourgeon a poussé, à quoi il va servir, comment il est placé, comment on va pouvoir le plier sur le fil porteur s'il s'agit d'une baguette, etc. Donc ça veut dire que c'est des travaux qui doivent être faits par des personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes, idéalement des personnes qui taillent l'hiver, puisque si on taille l'hiver, on comprend comment sont placés les différents bourgeons, où vont se mettre les différents rameaux, ou par des personnes en tout cas qui vont être très bien encadrées, très bien à qui on va très bien expliquer les choses, parce que finalement, intervenir sans bien comprendre ce qu'on est en train de faire risque de faire plus de dégâts que de ne rien faire. Donc vraiment, si vous décidez de lancer des travaux d'épamprage manuel sur vos parcelles gelées, sur vos plantiers, soyez vigilants dans vos équipes, formez-les bien, expliquez-leur bien les choses, parce que du coup, c'est des opérations où on peut faire plus de mal que de bien. Une question qu'on voit souvent finalement, c'est favoriser la reprise. Est-ce qu'on peut la favoriser? Est-ce qu'on doit la favoriser? Finalement, c'est aussi une question, puisque finalement, ce gel, il n'a pas consommé beaucoup d'énergie de la vigne. En fait, les bourgeons, ils étaient juste poussés, ils ont gelé. La vigne, elle a beaucoup de réserves en stock, donc elle n'a pas forcément besoin qu'on l'aide à reprendre. Il faut juste finalement lui donner le temps. Il faut juste que les nouveaux bourgeons sortent. On a eu des températures assez fraîches, il faut laisser les températures aussi remonter pour que la vigne redémarre. Donc finalement, il n'y a pas de raison de mettre des produits, plus de produits que d'habitude, en espérant renforcer la vigne, accélérer la reprise, etc. Il faut juste lui donner du temps. Ce qu'il faut faire par contre, c'est, comme tous les ans, il ne faut pas non plus lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, il faut faire attention à la compétition au niveau de l'eau et de l'azote, puisqu'on a eu quand même des pluies, mais on n'est pas à l'abri quand même d'insectes qui reviennent assez vite, et de l'azote. Donc ça veut dire il faut bien sûr détruire les enherbements, travailler les sols en ce moment pour limiter la concurrence entre l'herbe, donner de l'énergie à la vigne. Les engrais, est-ce qu'il faut en mettre? Est-ce qu'il faut en mettre plus, moins? Non, il faut en mettre comme c'est prévu, comme chaque année. La vigne va générer des bourgeons, va générer des rameaux, elle a besoin d'énergie, mais pas plus qu'une année normale. On parle beaucoup des engrais foliaires. Alors, les engrais foliaires, si on en met, il faut que la vigne puisse les assimiler, les utiliser et les récupérer. Donc, ça ne sert à rien de mettre des engrais foliaires si on n'a pas un bon feuillage en place, fonctionnel, apte à recevoir l'azote. Sur les premiers stades de la vigne, jusqu'à 4-5 feuilles étalées, même sur les reprises après gel, tant qu'on est à moins de 4-5 feuilles étalées, la vigne elle pompe sur les réserves. Donc même si vous allez lui mettre de l'azote, la photosynthèse, la vigne est encore autotrophe, elle n'est pas hétérotrophe. Donc du coup, elle prend dans ses réserves, elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute de l'azote. Par contre, en effet, sur des parcelles qui manquent de vigueur, qui auront du mal à reprendre, une fois seulement que le feuillage sera en place, une fois que la vigne aura démarré, si besoin là, ça pourra être intéressant de venir être un engrais foliaire
efficace, c'est-à-dire un engrais foliaire avec de l'azote, avec une quantité suffisante d'azote pour avoir un effet, mais vraiment que dans ces cas particuliers et une fois que les feuillages seront redémarrés. Ce qui est important aussi, c'est une fois que le feuillage est fonctionnel, enfin, une fois que la vigne aura réémis des pousses, c'est de conserver les traitements phyto. C'est pas parce qu'on a gelé qu'il faut arrêter les traitements phyto. C'est une mauvaise année. C'est une mauvaise idée cette année d'essayer de chercher à faire des économies sur les traitements phyto, puisque les maladies vont arriver. Vous avez beaucoup de maladies comme l'odium, comme le black rot, qui, si elles s'installent, vont s'installer durablement dans les parcelles. Donc se dire, j'ai perdu la récolte, j'ai tout gelé, je ne vais pas traiter pour faire des économies. Si vous avez de l'odium ou du black rot qui s'installe, c'est pour la durée dans le temps. Donc ça veut dire que vous aurez plus de mal à combattre ces maladies pour les années à suivre. Donc du coup, ne surtout pas relâcher la protection phytosanitaire. Et du coup, favoriser la reprise, en fait, c'est surtout donner du temps à la vigne de reprendre. On a eu des températures fraîches tout le mois d'avril, toute cette partie du mois de mai. On espère que le mois de juin a l'air de vouloir se réchauffer un peu plus. Il fait un peu plus chaud depuis quelques jours. Et du coup, avec cette remontée des températures, les vignes qui auront gelé vont pouvoir reprendre. Actuellement, on a pu voir, nous, sur les parcelles qu'on suit, qu'on a environ 2 semaines de retard par rapport à 2020. Mais avec de très grandes hétérogénéités. Donc surtout, restez patient sur les parcelles gelées. Je pense qu'on peut avoir, même si vous avez des vignes où vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de reprises, je pense que dès que les températures vont remonter, on va pouvoir avoir des bourgeons qui vont ressortir même au mois de juin, même au mois de juillet. Et ces reprises, ces bourgeons, ils vont être importants quand même parce qu'ils vont permettre quand même de faire des feuilles, à la vigne de reprendre de l'énergie. Et ça va être important du coup pour ces parcelles gelées, une fois que le feuillage sera revenu, d'essayer de le conserver assez longtemps, de traiter les vignes, voilà, pour ne pas perdre les feuilles, pour que la vigne puisse quand même reprendre des forces et se reconstituer. Voilà. Et ensuite, puisque ça ne s'arrête pas là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la saison? Comme je vous l'ai dit, les vignes sont très hétérogènes entre les parcelles, mais même au sein des parcelles, on a des parcelles qui ont gelé en partie, donc on a des souches gelées, des souches moins gelées. Et donc cette année, il faudra s'attendre à des maturités très hétérogènes. L'hétérogénéité du vignoble entre les parcelles, au sein des parcelles qu'on voit actuellement, elle ne se rattrapera pas d'ici les vendanges, donc elle va rester. Donc on va avoir des vendanges qui vont être très difficiles à organiser. Pour les caves particulières comme pour les caves coopératives, ça va être très compliqué. La gestion des apports va être délicate cette année, hein, il faut s'y préparer. Donc ça va être tout chamboulé, on ne va pas pouvoir rentrer par terroir et par cépage comme d'habitude. Il va falloir au sein des cépages voir les parcelles plus ou moins gelées, celles qui ne l'ont pas été, au sein des terroirs les endroits dans les coteaux qui ont gelé, les endroits qui n'ont pas gelé, pareil en plaine. Et donc, comment travailler ça? Du coup, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus travailler cette année sur la sélection parcellaire, vraiment aller visiter les parcelles, les évaluer par rapport au gel, par rapport à leur stade phénologique, pour voir justement à quel stade elles en sont. Et surtout, au moment où les vendanges vont arriver, ça va être de multiplier les contrôles maturité. C'est-à-dire que là où vous aviez une parcelle qui vous représentait un terroir, avec un prélèvement, vous aviez à peu près une idée de ce secteur, de ce niveau de maturité de ce secteur. Et cette année, il va falloir sûrement faire 3 ou 4 prélèvements différents parce que sur ce même terroir, vous aurez 3 ou 4 maturités différentes du fait de ces hétérogénéités. Donc voilà, cette année, pour préparer les vendanges, il va falloir vraiment les préparer bien en amont et accentuer ces travaux de sélection de parcellaires et les contrôles maturité. De l'autre côté, ça va être le travail cet hiver, ça va être des chantiers de taille qui vont être plus longs. Sur les vignes gelées, quand on regarde la littérature, on estime souvent qu'on rallonge le temps de taille de plus 50%. Donc ça veut dire qu'il faut déjà l'anticiper pour vous dans vos temps de travaux, c'est-à-dire que sur les parcelles qui se taillent habituellement en une journée, là, vous allez mettre 1 jour et demi à les tailler. Donc, ça va être plus long. Et surtout, ça va être plus technique. Parce que du coup, les rameaux vont être pas placés aux bons endroits, différemment. Va falloir sûrement des fois recéper, régénérer des cordons. Va falloir beaucoup plus réfléchir autour de sa souche au moment de la tailler. Et du coup, aussi plus long, tout simplement, parce que vous allez avoir plus de rameaux, plus de coups de sécateur. Donc là aussi, ça sera intéressant aussi de bien former vos équipes, de bien se préparer à ces tailles qui vont être compliquées.
Là-dessus aussi, l'ICV vous accompagnera. On préparera sûrement des fiches techniques, des vidéos sur cette thématique pour vous aider justement dans vos chantiers de taille pour cet hiver. Donc voilà, on a fait un peu le tour du sujet. Bon, maintenant, si vous avez des questions, je vais laisser la parole à Benoît qui va partager les questions et auxquelles on va essayer de répondre. Merci Thomas pour la présentation, c'était très clair. Je pense que tout le monde a dû apprécier ces schémas et les photos pour illustrer sur le terrain les cas concrets, pour pouvoir aller au plus proche de ce que les vignerons rencontrent chez eux dans leur parcelle. Alors en effet, on a quelques questions. Je vais commencer par une question qui me semble particulièrement intéressante. C'est une question qui nous est posée. Quelles sont les priorités? Je ne peux pas intervenir sur toutes mes parcelles. Où concentrer mes efforts? Alors, la priorité, c'est de voir sur le long terme. Donc, les efforts doivent être faits sur les plantiers en priorité, puisque c'est le capital de récolte pour les années à venir. C'est celles qui vont être impactées. Donc, s'il faut agir, c'est en priorité sur les plantiers et forcément sur les parcelles les plus gelées aussi et les parcelles les plus jeunes. C'est-à-dire que sur des parcelles qui sont vieilles, où vous avez déjà des manquants que vous pensez qui vont être arrachés dans 4-5 ans, même si elles sont très impactées, c'est pas forcément là où il faut mettre la priorité. Par contre, sur une parcelle de 3-4 ans, qui a gelé, même pas beaucoup, si vous avez une parcelle on imagine de 3-4 ans, de 4-5 ans, enfin de moins de 10 ans, taillé en cordon, et que vous allez perdre 1 ou 2 porteurs, ben c'est 1 ou 2 porteurs, c'est ce potentiel de production que vous allez perdre pour les 20 ans ou les 30 ans à suivre. Voilà. Donc, cibler les plantiers, les parcelles les plus jeunes, et voilà, en fait, il faut agir surtout en pensant au long terme et en pensant aux années à venir. Super, merci beaucoup. Alors, une autre question pour continuer, c'est quel niveau de reprise peut-on espérer sur les tailles rasses de précision? Et qui fait le lien avec une autre question, y a-t-il un lien entre la taille et la reprise? Alors, sur les tailles rasses de précision, c'est vrai que c'est un cas que je n'ai pas détaillé dans les schémas. En fait, c'est peut-être un des cas les plus favorables, les plus simples, puisqu'en fait, sur la taille rasse de précision, on a un potentiel de bourgeons primaires qui est très important, vu qu'on en garde vraiment une quantité astronomique, vu qu'on vient juste tailler sur le dessus. Et donc, mécaniquement, enfin physiologiquement, la vigne ne va pas sortir tous ses bourgeons primaires, puisqu'il y en a trop. Et donc, quand le gel est passé, il a brûlé ses premiers bourgeons primaires et il y en a de nouveaux qui vont sortir. Et donc, en fait, finalement, les tailles rasses de précision, c'est une méthode qui, en tout cas, vis-à-vis du gel, est plutôt une bonne méthode de taille puisqu'on garde un très fort potentiel de bourgeons primaires. Donc, normalement, on doit s'attendre à ce que les tailles rasses de précision soient moins impactées au niveau du rendement. Voilà. Après, c'est aussi une taille qui a ses avantages et qui a aussi ses inconvénients par ailleurs, mais en tout cas, au niveau du gel, elle a plutôt des avantages. Et oui, sur les différents modes de taille, comme on l'a vu un peu sur les schémas, ça dépend comment la vigne a été gelée. Mais par exemple, sur les gobelets, on peut s'attendre que le gobelet soit aussi une taille qui va être moins impactée par le gel, puisque finalement, on a un courson sur chacun des bras, donc ça sera plus facile si on a un courson qui a complètement gelé, de régénérer, de retravailler sur un seul bras, que par exemple un cordon où finalement, si on perd quelques porteurs, et bien, du coup, pour les reformer, on est obligé de régénérer l'intégralité du bras. Donc en effet, il y a des tailles quand même qui sont plus ou moins impactées par le gel. Merci. Alors, je vais prendre deux autres questions qui nous sont posées. Une question de Nicolas Berjas. Est-ce que tous les rameaux de cette année donneront des bourgeons fructifères en 2022, même issus du vieux bois? Alors, en fait, du coup, en effet, pour avoir des grappes, il faut que le bourgeon qui se forme, pour avoir des grappes l'an prochain, en 2022, il faut que le bourgeon qui se forme en 2021 puisse faire son initiation florale. Donc pour ça, il lui faut du temps. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il sorte suffisamment tôt et qu'il ait le temps de former un bourgeon fructifère.
un bourgeon du vieux bois qui serait sorti après le gel, qui serait sorti assez tôt, que vous allez par exemple favoriser parce que vous allez épamprer autour, il aura le temps, il aura la vigueur pour faire son initiation florale et du coup, on peut espérer d'avoir des grappes sur ce bourgeon même s'il est issu du vieux bois. En revanche, si on a une vigne un peu comme on a vu tout à l'heure où on a des bourgeons du vieux bois qui sortent de partout, qui sortent un peu plus tard, qui ont du mal à se développer, et bien du coup, tous ces petites pousses issues du vieux bois, elles n'auront pas eu le temps de faire leur initiation florale, et donc du coup, elles ne seront pas fertiles pour l'an prochain. Donc d'où l'intérêt, voilà, sur ces cas où on va avoir des souches qui vont émettre beaucoup de bourgeons issus du vieux bois, de peut-être aller faire actuellement des épamprages manuels, d'aller sélectionner les futurs bourgeons pour l'an prochain pour pouvoir avoir des, des bourgeons fertiles pour 2022. Une autre question, à l'heure d'aujourd'hui, doit-on encore espérer ou n'y aura-t-il plus de nouvelles sorties désormais? Alors on est déjà fin mai, presque début juin. C'est délicat. La plupart des sorties ont dû être faites, mais c'est vrai qu'on constate sur certaines vignes qu'on n'a pas beaucoup de sorties. Ce qui se passe, comme je l'ai expliqué, si on attend des sorties de bourgeons du vieux bois, on a deux types de bourgeons du vieux bois. On a les bourgeons, comme j'ai dit, cryptiques, c'est-à-dire ce sont des bourgeons qui sont issus des tailles des années précédentes. Donc ces bourgeons-là, ils sont existants, endormis dans le bois. Donc ceux-là, ils ont dû déjà sortir. Par contre, en effet, surtout sur des vignes qui sont beaucoup qui émettent peu de bourgeons du vieux bois, qui émettent peu de pampres, par exemple la Syrah qui émet peu de pampres, ou surtout aussi sur des vignes où vous allez qui ont des tailles très mutilantes dans le sens où on taille régulièrement dans le bois sans laisser la couronne, et bien du coup on a peu de bourgeons cryptiques, voire plus du tout. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de bourgeons dans le vieux bois et donc du coup il va quand même se former des bourgeons, mais ces bourgeons ils vont devoir se reformer à partir du bois lui-même, c'est-à-dire que les cellules du bois vont devoir se transformer, se modifier pour régénérer un bourgeon qui va sortir. Et je pense que cette étape, elle prend du temps. Et je pense qu'on peut constater que si ça se fait, on va avoir encore des nouvelles sorties au mois de juin. Donc je pense que sur des vignes où pour l'instant on ne voit aucune repousse, on peut encore espérer quelques pousses qui vont arriver dans les semaines prochaines. Alors la difficulté, c'est que ces pousses, du coup, elles vont arriver tardivement, donc elles auront du mal à se développer pour cet hiver. Donc pour aller tailler dessus, ça va être très compliqué, mais elles pourront quand même servir à faire un retour, c'est-à-dire à faire un très court courson pour essayer de faire du bois encore l'année d'après. Donc ça, c'est des cas, voilà, en effet très compliqués. 2022 va être impacté sur la récolte, mais par contre, on peut espérer le récupérer en 2023 sur des bourgeons qui sortiraient en juin. Merci. Je vais prendre une question de Didier Boyer. Sur les plantiers de février qui ont gelé et dont seulement 20% sont actuellement en vie, que faire? Alors j'imagine un plantier de l'année. Euh, pas évidente comme question. Je pense qu'il faut déjà prévoir de complanter le plantier. Donc déjà, je pense que, comme on l'a dit, maintenant, il pourrait y avoir d'autres sorties en juin, mais sur des plantiers, il ne faut pas s'attendre non plus à beaucoup de miracles. Donc, si les 20% vivants, donc du coup sur les 20% qui restent, du coup ça va être d'essayer d'intervenir pour peut-être voilà épamprer. Alors attendre bien que les pousses soient bien développées, mais venir intervenir pour sélectionner quelques rameaux pour pouvoir former le tronc. Et sur les 80% qui ont gelé et qui n'ont pas repris, bah, du coup il faudra anticiper de les replanter l'an prochain, hélas. Donc déjà contacter son pépiniériste et pour pouvoir remplacer ce qui a été gelé sur un plantier de l'année. Oui. Merci. Il nous reste deux dernières questions. Une question de Diane Osfeld, j'espère que je le prononce bien. Traiter Iridium et Blackroll sans récolte, ce n'est pas très développement durable. Qu'en pensez-vous? Euh, en effet,
Alors, ce qu'il faut penser, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à la récolte de cette année. L'odium et le black rot, comme j'ai dit, ce sont des maladies qui vont s'installer sur les parcelles. Donc, si vous traitez pas et que si on ne traite pas et qu'on laisse s'installer l'odium et le black rot, ça veut dire des traitements supplémentaires, ça veut dire renforcer les protections les années prochaines parce que la maladie sera installée sur la parcelle. Après, l'idée, c'est bien ce que j'ai dit, c'est de garder une protection phytosanitaire classique. C'est pas pas besoin de la renforcer et surtout de la reprendre à partir du moment où la vigne aura repris, aura redéveloppé son végétal tel quel. Donc du coup, on va quand même sur une vigne gelée, on va quand même faire moins de traitements cette année qu'une année normale, puisqu'on va devoir se recaler à partir du moment où la vigne aura repris. Mais même dans une optique développement durable, ce n'est pas forcément intelligent de faire l'impasse cette année si c'est pour mettre le double les années prochaines parce que la maladie sera installée sur la parcelle. En l'occurrence, si je peux compléter un petit peu, en effet, c'est vraiment ce qu'on voit régulièrement sur des parcelles très gelées. Le décalage du début de la campagne de traitement est de l'ordre de 1 mois, voire 1 mois, 1 semaine dans ces eaux-là. Donc du coup, on ne peut pas non plus partir sur... déjà, la campagne est forcément différente et avec sans doute moins de traitement, même si jamais il risque de falloir peut-être étaler un peu plus sur la durée pour protéger le feuillage et afin d'assurer une bonne mise en réserve pour la campagne prochaine. Voilà. Alors, la dernière question, de nouveau Nicolas Berjas qui nous repose une question sur des gobelets étalés au sens palissé. Est-ce qu'un passage en guyot ou en taille l'épine, de baguettes courtes, peut être une option? Alors, c'est-à-dire que donc ouais, on imagine donc un gobelet palissé, on a perdu plusieurs bras et donc sur les bras qui vont rester, pour repartir plus rapidement, on va faire une taille épine ou un guyot plutôt que de prendre le temps de reformer de nouveaux bras. Oui, pourquoi pas. Alors, ça veut dire par contre du coup qu'on change complètement la taille de la vigne. Donc, est-ce que ça pose pas de problème pour d'autres points? Parce que si on avait fait un gobelet plan au début, ça veut dire qu'on change de mode de taille, mais non, c'est pas forcément en soi c'est pas forcément une mauvaise idée, ça peut être même une bonne stratégie. On arrive au bout des questions. Je vais donc clôturer ce webinaire. Je vous remercie, vous les participants, pour avoir posé toutes ces questions et je pense que vous y avez mis du cœur parce qu'on voit bien que les questions sont assez précises, assez techniques et très intéressantes. Merci à Thomas pour toute cette présentation. Vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. On prévoit également de faire d'autres vidéos pour donner le sujet sur la suite avec une vidéo sur la vigne adulte, les bourgeonnages des vignes adultes, comme il a été fait sur le chantier qu'on vous a diffusé aujourd'hui. Une autre vidéo aussi sur l'hétérogénéité des vendanges pour essayer de voir un peu l'impact du gel de cette année sur notre vendange 2021. Et enfin, on prévoit aussi une vidéo sur la taille des vignes gelées pour cet hiver. Je vous remercie et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.